à vous. Donc, je souhaite illustrer les 6 thèmes que j'ai précédemment mentionnés dans la vidéo qui annonce en fait 6 points autour desquels on peut de manière préliminaire articuler la réflexion sur les 1000 de Rousseau. Donc tout d'abord pour le premier point, qu'est-ce qu'on peut trouver comme texte clé pour souligner que l'enfant ne dispose pas encore de la raison et que lui inculquer une science abstraite ne va revenir pour lui qu'à enregistrer des mots qui sonnent creux. Eh bien on peut prendre les pages 138-139 de cette édition. Alors vous pourrez retrouver dans votre propre édition les pages qui correspondent, là j'ai pris l'œuvre intégrale. Donc c'est dans le livre second. S'il n'y a point de science de mots, il n'y a point d'études propres aux enfants. S'ils n'ont pas de vraies idées, ils n'ont point de véritable mémoire. Car je n'appelle pas ainsi celle qui ne retient que des sensations. Que sert d'inscrire dans leur tête un catalogue de signes qui ne représente rien pour eux? En apprenant les choses, n'apprendront-ils pas les signes? Pourquoi leur donner la peine inutile de les apprendre 2 fois? Et cependant, quel dangereux préjugé ne commence-t-on pas à leur inspirer en leur faisant prendre pour de la science des mots qui n'ont aucun sens pour eux? C'est du premier mot dont l'enfant se paye, c'est de la première chose qu'il apprend sur la parole d'autrui, sans en voir l'utilité lui-même, que son jugement est perdu. Il aura longtemps à briller aux yeux des sots avant qu'il répare une telle perte. Non, si la nature donne au cerveau d'un enfant cette souplesse, qui le rend propre à recevoir toutes sortes d'impressions, ce n'est pas pour qu'on y grave des noms de rois, des dates, des termes de blason, de sphère, de géographie, et tous ces mots, sans aucun sens pour son âge et sans aucune utilité, pour quelque âge que ce soit, dont on accable sa triste et stérile enfance. Mais c'est pour que toutes les idées qu'il peut concevoir et qui lui sont utiles, toutes celles qui se rapportent à son bonheur et doivent l'éclairer un jour sur ses devoirs, s'y tracent de bonheur en caractère ineffaçable. Donc voilà ce passage où Rousseau s'en prend à ceux qui veulent apprendre par cœur aux enfants des choses, par exemple des tas de fables de La Fontaine, etc., des noms de cartes, des noms de rois auxquels l'enfant n'entend goutte. Alors deuxième point, l'enfant n'a pas encore, d'un point de vue moral, non plus développé sa conscience morale et il ne sert à rien de lui apprendre des formules de politesse creuses. Alors ici, je prendrai la page 102 dans mon édition, donc on est aussi au livre second. Gardez-vous surtout de donner à l'enfant de vaines formules de politesse, qui lui servent aux besoins de paroles magiques, pour soumettre à ses volontés tout ce qui l'entoure, et obtenir à l'instant ce qui lui plaît. Dans l'éducation façonnière des riches, on ne manque jamais de les rendre poliment impérieux, en leur prescrivant les termes dont ils doivent se servir pour que personne n'ose leur résister. Leurs enfants n'ont ni ton ni tour suppliant. Ils sont aussi arrogants, même plus quand ils prient que quand ils commandent, même étant bien plus sûrs d'être obéis. On voit d'abord que « s'il vous plaît » signifie dans leur bouche « il me plaît ». Et « je vous prie » signifie « je vous ordonne ». Admirable politesse qui n'aboutit pour eux qu'à changer le sens des mots et à ne pouvoir jamais parler autrement qu'avec empire. Quant à moi, qui crains moins qu'Émile ne soit grossier qu'arrogant, j'aime beaucoup mieux qu'il dise en priant « faites cela » qu'en commandant « je vous prie ». Ce n'est pas le terme dont il se sert qui m'importe, mais bien l'acception qu'il y joint. Donc là, Rousseau se moque en fait finalement de cette politesse qui est impérieuse chez les riches. Il préfère que Émile lui dise « fais-moi ça » sur un ton gentil, plutôt que de lui dire « je vous prie » de faire cela, et en commandant en fait avec un ton condescendant. Alors, troisième point, pour souligner que l'enfant ne comprend pas la violence des punitions et qu'il ne sert à rien d'user de discipline par rapport à l'enfant. Là, Rousseau est contre Locke, dont il lit les préceptes, et on va dire que Kant ne va pas comprendre cette absence de discipline dans le discours de Rousseau quand il va lui-même développer ses pensées sur l'éducation. Alors, on voit page 75 qui montre que même quand l'enfant est un nourrisson, il ne sert à rien d'être violent avec lui et que c'est même très dangereux. Alors, il va montrer la vanité en fait de cette violence en parlant du tout petit enfant dans le livre premier, c'est page 75 dans l'œuvre intégrale.
Quand l'enfant pleure, il est mal à son aise, il a quelques besoins qu'il ne saurait satisfaire. On examine, on cherche ce besoin, on le trouve, on y pourvoit. Et quand on ne le trouve pas, ou qu'on n'y peut pourvoir, les pleurs continuent. On en est importuné. On flatte l'enfant pour le faire taire, on le berce, on lui chante pour l'endormir. S'il s'opinâtre, on s'impatiente, on le menace. Des nourrices brutales le frappent quelquefois. Voilà d'étranges leçons pour son entrée à la vie. Je n'oublierai jamais d'avoir vu un de ces incommodes pleureurs ainsi frappé par sa nourrice. Il se tut sur le champ. Je le crus intimidé. Je me disais, ce sera une âme servile, dont on n'obtiendra rien que par la rigueur. Je me trompais. Le malheureux suffoquait de colère. Il avait perdu la respiration. Je le vis devenir violet. Un moment après vinrent les cris aigus. Tous les signes du ressentiment, de la fureur, du désespoir de cet âge étaient dans ses accents. Je craignis qu'il n'expirât dans cette agitation. Quand j'aurais douté que le sentiment du juste et de l'injuste fût inné dans le cœur de l'homme, cet exemple seul m'aurait convaincu. Je suis sûre qu'un tison ardent, tombé par hasard sur la main de cet enfant, lui eût été moins sensible que ce coup, assez léger, mais donné dans l'intention manifeste de l'offensé. Donc là, Rousseau montre que cette nourrice en fait, qui use de violence, finalement, est absolument contre-productive, puisque l'enfant finalement est plus sensible à cette injustice qu'il ne va finalement après obéir correctement ou même comprendre quelque chose aux relations humaines. Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc on a vu les 3 points, donc bourrer la tête de l'enfant de paroles creuses, lui apprendre à faire des courbettes alors que ça va lui apprendre qu'elle est plus hypocrite, et le punir violemment comme cette nourrice qui croit avoir fait quelque chose d'anodin. Et donc il faut suivre la nature, nous l'avions dit dans la première vidéo. Et donc ici, à la page 49, on a une citation très fondamentale et facile à retenir, et très courte, dans le livre premier. « Observez la nature et suivez la route qu'elle vous trace ». Voilà ce qu'il faut faire. Elle exerce continuellement les enfants, elle endurcit leur tempérament par des épreuves de toute espèce, elle leur apprend de bonheur ce que c'est que peine et douleur. Donc finalement, il faut laisser la nature être l'éducatrice des enfants. C'est elle qui va prendre la meilleure voie pour que l'enfant comprenne qu'il ne faut pas céder à des caprices, etc. etc. Alors donc, il faut bien sûr éveiller les 5 sens de l'enfant, du coup c'est le 4e point, partir du corps, de la sensibilité de l'enfant. Donc là, on peut partir de la page 38 pour lire un petit passage conséquent. Nous naissons sensibles, dit-il dans le livre premier, et dès notre naissance, nous sommes affectés de diverses manières par les objets qui nous environnent. Sitôt que nous avons, pour ainsi dire, la conscience de nos sensations, nous sommes disposés à rechercher ou à fuir les objets qui les produisent, d'abord selon qu'elles nous sont agréables ou déplaisantes, puis selon la convenance ou disconvenance que nous trouvons entre nous et ces objets, et enfin, selon les jugements que nous en portons sur l'idée de bonheur ou de perfection que la raison nous donne. Et donc, c'est ainsi qu'il définit la nature comme ces dispositions qui s'étendent et qui s'affermissent à mesure que nous devenons plus sensibles et plus éclairés. Mais toutefois, ces dispositions contraintes par nos habitudes peuvent s'altérer plus ou moins par nos opinions, et avant cette altération, elles sont ce qu'on appelle en nous la nature, et c'est cela qu'il faut essayer de maintenir le plus dans l'enfant. Alors, l'enfant, justement, est, d'un point de vue moral, spontanément bon. À quoi voit-on cela et que faut-il maintenir en l'enfant? Alors, on le voit, page 124 de cette édition-là, donc au livre second, avec la question du mensonge. On dit que les enfants sont menteurs. Finalement, la thèse de Rousseau, c'est que c'est l'obéissance en fait qu'on veut trop fermement inculquer à l'enfant qui le rend menteur. En fait, le mensonge n'est pas naturel à l'enfant, il va l'expliquer. Donc page 124, livre second, le mensonge de fait n'est pas naturel aux enfants, mais c'est la loi de l'obéissance qui produit la nécessité de mentir. Parce que l'obéissance étant pénible, on s'en dispense en secret le plus qu'on peut, et que l'intérêt présent d'éviter le châtiment ou le reproche l'emporte
sur l'intérêt éloigné d'exposer la vérité. Dans l'éducation naturelle et libre, pourquoi donc votre enfant vous mentirait-il? Qu'a-t-il à vous cacher? Donc là, en fait, il incite l'enfant à être authentique, puisqu'il ne le punit pas sévèrement. L'enfant n'a aucune raison de ne pas dire la vérité à son gouverneur et à ouvrir son cœur à lui. Alors ça continue, page 125, en sautant quelques petits passages. Pour nous qui ne donnons à nos élèves que des leçons de pratique et qui aimons mieux qu'ils soient bons que savants, nous n'exigeons point d'eux la vérité, de peur qu'ils ne la déguisent. Et nous ne leur faisons rien promettre qu'ils soient tentés de ne pas tenir. Donc là, l'enfant, on ne lui met pas la barre trop haute, et finalement, avec naturel, il va dire ce qu'il a à dire, et il ne va pas avoir l'esprit frondeur et hypocrite en cachant, en fait. Donc ce serait la sévérité de la punition qui finalement rendrait l'enfant méchant et menteur, etc. Donc il faut maintenir cette spontanéité de la bonté de l'enfant d'un point de vue moral. Alors, 6e point, pour se mettre à la place de l'enfant, je lirai un passage, page 143, où Rousseau dit qu'il est difficile de se mettre à la place d'un enfant. Je cite, « Nul de nous n'est assez philosophe pour savoir se mettre à la place d'un enfant ». Et donc, c'est ce qu'il s'efforce de faire ici. Et il faut que le gouverneur réussisse à se mettre absolument à la place de l'enfant. C'est ce à quoi il doit sans cesse songer. Et donc, page 55, se trouve un passage où il dit de manière surprenante qu'il semble qu'il soit meilleur que le gouverneur soit très jeune, et même, à la rigueur, qu'il soit lui-même un enfant. Je remarquerai seulement contre l'opinion commune que le gouverneur d'un enfant doit être jeune, et même aussi jeune que peut l'être un homme sage. Je voudrais qu'il fût lui-même enfant, s'il était possible, qu'il pût devenir le compagnon de son élève et s'attirer sa confiance en partageant ses amusements. Il n'y a pas assez de choses communes entre l'enfance et l'âge mûr pour qu'il se forme jamais un attachement bien solide à cette distance. Les enfants flattent quelquefois les vieillards, mais ils ne les aiment jamais. Donc là, ce que veut dire Rousseau, c'est que finalement, il faut qu'il y ait de la camaraderie, de la réciprocité entre le gouverneur et Émile. Et c'est cela qui va permettre de considérer l'enfant dans l'enfant et l'homme dans l'homme, ne pas tout mélanger. Et donc on voit page 93 au livre second ce passage. Pour ne point courir après des chimères, n'oublions pas ce qui convient à notre condition. L'humanité a sa place dans l'ordre des choses, l'enfance a la sienne dans l'ordre de la vie humaine. Il faut considérer l'homme dans l'homme et l'enfant dans l'enfant. Assigner à chacun sa place et l'y fixer, ordonner les passions humaines selon la constitution de l'homme et tout ce que nous pouvons faire pour son bien-être. Le reste dépend de causes étrangères qui ne sont point en notre pouvoir. Donc là, c'est cette attention à prendre la mesure en fait, de ce que c'est qu'un enfant qui doit être le souci en fait, constant du gouverneur. Et c'est ce qui va lui permettre d'aimer l'enfance, ce sera ma conclusion. Donc ce dernier passage qui se situe page 92 au livre second. Hommes, soyez humains, c'est votre premier devoir. Soyez-le pour tous les états, pour tous les âges, pour tout ce qui n'est pas étranger à l'homme. Quelle sagesse y a-t-il pour vous hors de l'humanité? Aimez l'enfance, favorisez ses jeux, ses plaisirs, son aimable instinct. Qui de vous n'a pas regretté quelquefois cet âge où le rire est toujours sur les lèvres et où l'âme est toujours en paix? Pourquoi voulez-vous ôter à ces petits innocents la jouissance d'un temps si court qui leur échappe et d'un bien si précieux dont ils ne sauraient abuser? Pourquoi voulez-vous remplir d'amertume et de douleur ces premiers ans si rapides qui ne reviendront pas pour eux, qu'ils ne peuvent revenir, pas plus pour eux qu'ils ne peuvent revenir pour vous? Donc là, on sent la nostalgie de Rousseau. Père, savez-vous le moment où la mort attend vos enfants? Ne vous préparez pas des regrets en leur ôtant le peu d'instants que la nature leur donne. Aussitôt qu'ils peuvent sentir le plaisir d'être, faites qu'ils en jouissent. Faites qu'à quelque heure que Dieu les appelle, ils ne meurent point sans avoir goûté la vie. Donc voilà ce que l'enfant doit être. Elle doit être le fait de goûter la vie, selon Rousseau, et rien d'autre. Je vous remercie pour votre attention.